Bonjour à tous. Donc je vais vous parler d'une méthode qui utilise une base de données qui s'appelle SearTheNet et on verra quelques applications à la gestion des espaces naturels. Donc on va commencer par la présentation des cirfs. Alors les cirfs sont des diptères qui vivent dans à peu près tous les milieux. Alors à l'état adulte, ils volent relativement bien pour certains d'entre eux, puisque certains sont capables de faire des migrations de plusieurs milliers de kilomètres. On va les retrouver dans à peu près tous les types de milieux terrestres, sauf les plaines eaux et les grottes, bien que dans les grottes, on puisse les trouver éventuellement pour hiverner. Les larves, elles, vivent dans ce qu'on appelle des micro-habitats. Des micro-habitats qu'on va retrouver dans à peu près tous les types de milieux, donc aussi bien les milieux forestiers que les milieux ouverts, et aussi bien secs que humides. Et en fonction de leur alimentation, eh bien, on va les retrouver dans différents endroits. Alors, par exemple, vous avez des larves qui sont phytophages et microphages. Vous avez des larves qui sont zoophages, alors qui vont se nourrir de pucerons, mais qui vont aussi se nourrir de larves de fourmis ou qui vont se nourrir d'acariens, de chenilles, etc. Et ensuite, on va trouver également des larves qui sont microphages et donc qui vont se nourrir de micro-organismes, qui vont se nourrir d'éléments minéraux présents dans les boues, dans les fonds de fossés, etc. Et donc, en fonction des caractéristiques larvaires, on va trouver ces insectes dans des milieux bien précis. Alors, des connaissances qu'on a sur les cirfs, alors il y a 930 espèces au niveau européen, 910 espèces au niveau européen, 530 au niveau français. On en a rajouté 10 en 2013. On a conçu une base de données. Martin Speight et Emmanuel Castella ont conçu une base de données électronique. Il a commencé à travailler sur cette base de données en 1990 et il a sorti la première base en 1997. C'est une base qui est gratuite, qui est à disposition sur simple demande aux auteurs. Donc n'importe qui peut la consulter et l'utiliser à condition de signer un license agreement. Elle est composée de plusieurs volumes. Alors un premier volume qui est le Species Account qui regroupe pour la nouvelle version qui va sortir fin 2013 860 espèces sur lesquelles on va avoir des informations sur la chorologie. On va savoir quels sont les habitats qui sont fréquentés par les adultes, par les larves, éventuellement la répartition géographique, savoir également quelques informations sur des éléments d'identification ou de confusion entre les différentes espèces. Donc par exemple, ce Species Account a eu un ajout de 36 espèces en 2013 par rapport à la version de 2010. On a ensuite des fiches Excel. Ces fiches Excel, donc vous en avez un exemple ici. Vous avez la liste des espèces. Alors elle comprend 725 espèces et vous avez pour chacune de ces espèces codé des habitats et éventuellement des micro-habitats larvaires ou des traits de vie ou est-ce que l'espèce est présente en Europe, en France, pas en France, en Espagne, etc. En ce qui concerne les habitats, les macro-habitats et les habitats larvaires, vous avez un codage qui est sous forme de rien, 1, 2 ou 3, avec 3 indiquant une présence dans ce milieu-là obligatoirement, avec 2 indiquant une présence dans ce milieu-là, mais éventuellement dans d'autres milieux, et avec un 1 qui indique que l'espèce est présente dans ce milieu, dans cet habitat-là, mais elle nécessite la présence d'habitats supplémentaires qu'on va avoir codés aussi dans la base. Une autre fiche, c'est ce qu'on appelle le Content and Glossary. C'est la description des différentes catégories qu'on va trouver dans les fichiers Excel. Donc tout ça, c'est en anglais. Ensuite, vous avez des clés d'identification des genres en anglais et des clés d'identification des espèces qui sont en anglais et en français. Et ensuite, vous avez un outil alors qui est valable jusqu'en 2010, jusqu'à la version 2010, qui est une aide à la prédiction de listes. Puisqu'on va le voir, l'objectif de cette méthode, c'est de pouvoir prédire des listes d'espèces habitat par habitat. Et puis l'outil contient aussi des publications diverses, donc des rapports d'études par exemple, des extraits de publications donnant des listes d'espèces, etc. Alors,
Dans SearchTheNet, on a plus de 400 habitats ou sous-habitats qui sont codés. Ce sont des habitats qui sont codés sur la base de Corinne Biotope, mais certains des habitats Corinne Biotope sont regroupés parce que pour les CIRF, il n'y a pas de nécessité de faire une différence entre différents habitats, ou alors ces habitats peuvent être scindés en 2 ou 3 en fonction des préférences des CIRF. Environ 90% des habitats français sont codés dans la base de données. Donc tout ce qui est zone atlantique, continentale et alpine sont relativement bien codés. Il y a encore des progrès à faire sur la zone méditerranéenne puisque ce sont les habitats qui sont les moins bien connus. Chacune des études que nous pouvons faire avec SearchTheNet nous permet d'implémenter la base et d'augmenter la précision des données. Et 90 à 94% donc des 530 espèces françaises sont identifiables par les spécialistes. Certaines sont relativement faciles à identifier, d'autres sont un petit peu plus complexes. L'utilisation de la méthode SearchTheNet, c'est le principe des modèles mécanistes décrits par Kelly. Alors en fait, on va partir d'un pool d'espèces européennes et on va faire passer ce pool d'espèces européennes par des filtres, un certain nombre de filtres. Donc, premier filtre, c'est le filtre de répartition des espèces, puisqu'on a une base de données qui regroupe des espèces européennes. Et si on travaille en France, on va réduire la liste d'espèces à des espèces qui sont présentes en France, soit en France en général, soit dans la zone montagne, soit dans la zone atlantique. Et on peut descendre éventuellement à des listes d'espèces à la zone régionale ou à la zone départementale. Alors, pour descendre à la zone départementale, on va utiliser une base de données qui est disponible sur Internet, qui s'appelle CIRFeed, qui regroupe les données publiées des CIRF en France. Donc, on obtient le pool des espèces d'une zone géographique donnée et on va passer ce pool d'espèces par le filtre des habitats principaux et associés. Donc, on fait une description du site dans lequel on va faire une étude et à ce moment-là, on va décrire ces habitats principaux, on va décrire éventuellement les habitats associés. Alors ça va être par exemple une chaîne thermophile et puis on va dire il y a présence de digues ou il y a présence de ruisseaux sous la canopée ou il y a présence d'un ruisseau hors canopée, etc. On va obtenir un pool d'espèces donc de la zone géographique donnée prédite pour un ou plusieurs habitats du site avec ou sans les habitats associés. Et puis éventuellement, lorsqu'on a une période de piégeage relativement restreinte, on peut faire passer un filtre supplémentaire qui est le filtre de la phénologie des espèces, c'est-à-dire si on a piégé qu'au printemps, étant donné qu'on a des espèces qui ont des périodes de vol qui peuvent être très variables, on va réduire la liste d'espèces aux espèces qui sont présentes dans la période où on a piégé. Et donc, on a une liste d'espèces présentes pour le site. Alors, on va noter pour l'analyse SearchTheNet la simple présence ou absence des espèces et le nombre d'individus collectés ne rentre pas en ligne de compte. Donc ensuite, on va comparer cette liste d'espèces prédites pour l'habitat à une liste d'espèces observées. Alors les espèces observées, comment est-ce qu'on va les collecter ? On va les collecter essentiellement à l'aide de pièges malaises, qui sont des pièges, pour ceux qui les connaissent pas, qui ressemblent vaguement à une tente de camping, mais au lieu qu'il y ait des cloisons sur les côtés, il y a une cloison au milieu, et les insectes vont aller se cogner contre la cloison, monter le long du fêtage, et aller se noyer dans l'alcool en haut. Ah oui. Ouais, il y a des morts plus dures. Donc ensuite, on va trier, identifier, et on va comparer donc les deux listes d'espèces. Donc la liste des espèces prédites qu'on a faite de la façon dont je vous ai expliqué précédemment, et la liste des espèces observées. Et donc on va en déduire 3 sous-ensembles. Les espèces prédites et non observées, qu'on appellera les espèces manquantes, les espèces non prédites mais qu'on a observées, parce que évidemment on a toujours des espèces qu'on ne s'attendait pas à voir, et une dernière catégorie, celle qu'on espère la plus grande possible, les espèces prédites et observées, donc qu'on appelle les espèces qui sont au rendez-vous. Et de tout ça, on va entre autres pouvoir prédire l'intégrité écologique du milieu qu'on a étudié. Alors, comment est-ce qu'on la calcule, cette intégrité écologique ?
eh bien en fait on fait, c'est l'expression du pourcentage des espèces au rendez-vous par rapport aux espèces qui ont été prédites. Donc ça, par rapport à cet ensemble-là. Donc lorsque cette intégrité est inférieure à 40%, on considère qu'elle est faible. Entre 40 et 50%, elle est moyenne. De 51 à 75%, elle va être bonne. Et entre 76 et 85%, elle sera très bonne. Au-delà de 85%, on est vraiment sur des sites exceptionnels. Étant donné que vous avez des espèces qui peuvent être assez rares, c'est extrêmement rare de récupérer plus de 85% des espèces qui sont présentes dans un environnement. Alors ça, c'est une valeur qui est donnée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne regarde pas l'intégrité écologique comme ça uniquement et que ça. Il faut regarder aussi la qualité de la description des habitats. Donc ça, on va le regarder en fonction des espèces au rendez-vous par rapport aux espèces observées. Hein, et on va regarder, eh bien, est-ce que cette qualité de description des habitats est suffisante ou pas. Donc si elle est inférieure à 40%, elle est insuffisante. Si elle est comprise entre 40 et 60, on est dans une qualité de description moyenne. Et si elle est supérieure à 60%, eh bien, on a une qualité qui est très bonne. Ce qu'il y a, c'est que ces espèces inattendues, donc qui sont en fait des espèces qui arrivent là quand on a mal décrit les habitats, parfois c'est pas un problème de description des habitats. Il va falloir analyser ces espèces inattendues pour savoir pourquoi elles sont présentes. Vous pouvez avoir des espèces migratrices. Donc vous avez un vol migratoire qui arrive et vous avez ces espèces qui arrivent. Vous avez aussi éventuellement des espèces qui viennent des milieux environnants. Ça peut être le cas d'espèces qui, on l'a observé dans une étude qu'on a faite dans la vallée des Contamines Montjoie, où on avait une tourbière qui servait à recruter en fait des espèces en été, des espèces de plaine qui montaient se nourrir dans la tourbière. Donc voilà, c'est une explication de ces espèces inattendues. C'est pas un problème de description de l'habitat, mais c'est bien un problème une question de servir d'endroit où vont passer les destivations pour les cirques. Donc voilà, on va analyser les espèces inattendues. De même, les espèces manquantes, on va les analyser parce que les espèces qui ne sont pas là peuvent nous apporter des explications sur qu'est-ce qui se passe dans l'habitat. Et pourquoi est-ce que ces espèces ne sont pas là? Parce qu'on va regarder aussi les espèces manquantes en fonction de leurs critères de vie, de leurs traits de vie. Et vous allez voir dans un des exemples suivants que, en fait, les traits de vie des espèces peuvent expliquer pourquoi ces espèces sont absentes. Et on va se rapprocher de l'histoire du site pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi les espèces sont absentes. Et ensuite, donner une explication et essayer de fournir aux gestionnaires aussi éventuellement des moyens de corriger ces manques. Alors je vais vous donner 3 exemples assez rapides. Un exemple local ou presque sur des pelouses alpines et subalpines à Carlaveron, Anterne et Passy en Haute-Savoie. Alors c'est une étude qui a eu lieu dans les années 2003-2004, donc avec une sécheresse assez importante, où on n'a pas piégé beaucoup d'espèces, puisque sur le site, on a piégé seulement 59 espèces, ce qui est très peu. On a essayé de caractériser les milieux et analyser les perturbations. Donc ce dont on s'est aperçu dans cette étude, c'est que parmi les espèces qui étaient manquantes dans les habitats de pelouse, la plupart avaient des larves phytophages. Des larves qui vivent donc sur la végétation ou éventuellement dans les tiges des plantes. Et ces larves phytophages, les espèces étaient présentes dans les habitats non pâturés à proximité du site. Donc c'était pas un problème de manque de ces espèces dans l'environnement des pelouses, mais c'était vraiment un manque d'habitat pour ces espèces dans les pelouses. Et quand on regardait les autres groupes fonctionnels, on voyait que les autres groupes fonctionnels liés à d'autres micro-habitats étaient présents dans les pelouses. Donc c'était vraiment un problème sur la strate herbacée de ces pelouses-là. Donc en fait, en mettant le lien avec l'histoire de ces sites-là, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était lié en partie, au moins, à du surpâturage passé, puisque sur certains sites, il n'y avait plus de pâturage, mais on voyait encore l'influence de ce surpâturage. Et sur un des 3 sites, il y avait encore un peu de pâturage, donc il y avait là aussi des problèmes de surpâturage. Donc la préconisation, c'était
soit d'arrêter le pâturage quand il existait encore, mais c'était aussi d'essayer de restaurer la flore qui avait disparu sous la pression du pâturage. Et ce qu'on a pu voir sur d'autres sites dans des conditions identiques, c'est que même la restauration de la flore ne permet pas forcément automatiquement de regagner les espèces qui sont normalement présentes sur cette flore si vous n'avez pas de zone de recolonisation évidemment à proximité. Un autre exemple, alors ici on voit bien à quoi ressemble une tente malaise. Donc c'est une zone dont on a parlé juste avant, dans le parc national des Cévennes, la réserve intégrale du Marcaires. Donc dans cette réserve, on a inventorié trois milieux. Alors ce qu'il faut savoir avec les cirques, c'est qu'on piège les adultes, on ne piège pas les larves. Et donc vous avez des adultes qui se déplacent, puisqu'ils sont ailés. Ils sont capables de se déplacer sur quand même en forêt plusieurs centaines de mètres. Donc quand on inventorie un milieu avec plusieurs habitats différents, il est inévitable qu'on recrute des espèces qui soient des autres habitats présents à proximité. Donc là, on avait inventorié de la hêtraie, de la chênaie et une ripisylve. Et évidemment, on a retrouvé dans les 3 habitats, on a retrouvé des espèces de hêtraie, de chênaie et de ripisylve, avec évidemment dans chacun des 3 habitats, en priorité les espèces de l'habitat lui-même, mais aussi des espèces des habitats voisins. On a retrouvé 121 espèces, dont 16 espèces patrimoniales au niveau français ou européen. Donc des espèces qui sont soit rares, soit vraiment très menacées au niveau français ou européen. Un petit focus sur certaines espèces un petit peu particulières qu'on a trouvées dans le Marcaires. Ce sont des espèces saproxyliques. Alors, dans le Marcaires, on avait une intégrité qui était relativement bonne, mais on avait une catégorie d'espèces un petit peu particulière, des espèces saproxyliques qui sont liées donc au vieux bois, vivants ou morts. On avait des espèces qui étaient qu'on a trouvées liées aux conifères, même s'il y a très peu de conifères présents dans les sites inventoriés, il y en a à proximité. Il y a eu des reboisements, ces conifères ont été coupés, mais on conserve un certain nombre d'espèces saproxyliques qui sont liées aux souches. Mais on ne trouve que celles qui sont liées aux souches. On ne trouve pas les espèces qui sont liées aux écoulements de sève, aux bois morts, aux gros bois au sol, etc. Donc en fait, toutes les espèces des conifères surmatures étaient des espèces qui étaient absentes, même si potentiellement elles sont présentes dans l'environnement. En fait, c'est lié au mode de gestion forestière, on en a parlé tout à l'heure, c'est la coupe des conifères avant le stade surmature et pendant un temps relativement long, ce qui fait que les espèces qui sont liées aux conifères surmatures ont disparu. Donc, comment est-ce qu'on peut pallier ce genre d'inconvénients, étant donné que sur cette zone des Cévennes, on a quand même des sapins qui peuvent être présents à proximité. On peut penser que sur des zones qui n'ont pas été des zones très pentues, on peut penser qu'on a potentiellement les espèces des conifères surmatures qui sont présentes dans l'environnement. Et en arrêtant de couper les arbres, et d'autant plus qu'on est dans une RBI, donc c'est quelque chose qui est normalement possible, eh bien, on va pouvoir recruter à nouveau les espèces des stades surmatures et donc avoir un cortège d'espèces saproxyliques complet par rapport à ça. Dernier exemple, alors on change de région, on part dans les Pyrénées avec une forêt pas tout à fait de plaine, mais bon, à côté de Tarbes, dans laquelle on a retrouvé 82 espèces. Alors là, on n'est pas en réserve, on est au contraire dans une forêt qui est exploitée. Une forêt exploitée, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de biodiversité. Ici, on avait quand même 82 espèces. Bon, évidemment, on n'est pas dans un spot de biodiversité, mais on a quand même, pour une zone forestière, pour une hêtraie de plaine, on a quand même des espèces intéressantes. Avec 10 espèces patrimoniales, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc on a regardé un peu comment se conservait la biodiversité dans une forêt exploitée. Alors sachant que vous avez des zones exploitées sur la forêt et que vous avez une exploitation de cette forêt qui se fait non pas par des grosses zones exploitées, mais plutôt par tâches, avec des zones où on va trouver dans cette forêt des zones de taillis, des zones de forêt mature, voire des zones de forêt pratiquement surmature. Donc
Quand on regardait l'intégrité écologique dans chacune de ces zones, on avait une intégrité écologique qui était relativement faible, inférieure à 35%, mais on retrouve les espèces saproxyliques présentes dans toutes les zones. Ce qui montre bien que même lorsqu'on est dans une forêt exploitée, des espèces ou de milieux fermés peuvent se retrouver dans des milieux relativement ouverts. Dans les zones de taillis, vous avez plus de fleurs que dans une forêt sur mature, sauf si vous avez un écroulement d'arbres et une clairière qui se crée. Donc ces zones exploitées vont pouvoir servir de zones de nourrissage pour les adultes d'espèces qui vivent dans des coulées de sève, dans des dendrothelmes, etc. Donc en fait, si on regarde l'intégrité écologique de la totalité de l'espace. Bon, bien sûr, c'est pas extraordinaire, mais je vous rappelle qu'on est dans une forêt qui est quand même exploitée. On a une intégrité moyenne autour de 47%, ce qui est relativement bon pour ce genre de forêt. Alors, le type de préconisation qu'on pourrait faire pour essayer de recruter un petit peu plus d'espèces indicatrices de vieilles forêts, ça serait de préserver des îlots de sénescence dans un petit peu toutes les zones. Mais pas forcément d'avoir une grosse zone, mais d'avoir des arbres qu'on va préserver un petit peu partout pour justement favoriser le retour de ces espèces qui sont liées à ces espaces de vieux bois. Alors, en conclusion, sur la méthode SurfTheNet, donc déjà, la base de données, c'est une base de données, je vous le disais, qui est en perpétuelle évolution. On a une mise à jour qui est environ de tous les 2 ans, avec des publications, les études qui ont été faites dans ce laps de temps, mais aussi un grand nombre d'infos non publiées qui sont données par des spécialistes à Martin Spade de façon à mettre à jour cette base de données. Les études vont permettre aussi d'améliorer les codages, d'améliorer la description des espèces dans le Species Account. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très vivant et n'importe qui, entre guillemets, à partir du moment où ces données sont vérifiées, peut contribuer à l'amélioration de la base de données. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en perpétuelle évolution et qui s'améliore d'année en année puisqu'on aboutit à avoir une augmentation de la précision sur la connaissance de la vie de toutes ces espèces. Alors, pour voir un petit peu ce que certains gestionnaires pensent de la mise en place de ces espèces, je vous invite à aller voir le poster qui est dans la salle des posters. Vous verrez ce qu'ils en pensent. Chaque année, on ajoute à la base de données de nouvelles catégories avec, par exemple, la date cette année, enfin sur la nouvelle version qui va sortir en 2013, vous allez avoir la date de description des espèces. Et donc là, ça permet, par exemple, de voir l'évolution de la connaissance des habitats. On a aussi une nouvelle catégorie, la taille des espèces. Et celle-ci, on s'aperçoit que la taille des espèces, elle est liée au régime alimentaire larvaire. Ici, vous voyez les espèces qui sont des phytophages, des espèces avec un gros pic autour de 9 mm, de même que les prédateurs sont autour de 9 mm aussi au maximum. Et puis, vous voyez que les microphages ont une courbe de taille qui est assez variable. Et en fait, lorsqu'on regarde ce qui passe au niveau des microphages, eh bien, vous avez toutes les espèces non saproxyliques qui ont une taille, là aussi, en moyenne, qui va tourner autour de 9-10 mm. Et puis, en ce qui concerne les saproxyliques, on voit que c'est là qu'on recrute les espèces les plus grandes, avec des espèces qui vont avoir des tailles autour, en moyenne, on va dire, autour de 15-16 mm. Et pour terminer, le Species Account, où on avait un volume qui a été fait pour donner des explications pour les fiches Excel, en fait pour comprendre ce qu'il y avait dans les fiches Excel et pouvoir utiliser la méthode SurfTheNet, bien en fait c'est un volume qui est maintenant très utilisé pour lui-même parce que ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent toutes les espèces. Voilà, je vous remercie. Avec un CIRF des forêts méditerranéennes.